2 ans après La cicatrice, le réalisateur Jimmy Larouche sort son deuxième long métrage au Québec, Antoine et Marie. Il met en vedette Martine Franck, Guy Jodoin, Sébastien Ricard, Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand. Bonjour Jimmy. Bonjour. Alors, avant de parler un petit peu plus en détail de ce nouveau film, on va déjà visionner la bande-annonce dans un premier temps. Vous êtes bien Marie Bouchard? Oui. Célibataire? Non. C'est écrit ici que vous êtes célibataire. J'étais avec mon chum depuis 2 ans. Concernant la présumée agression, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la brasserie? Qu'est-ce que tu m'as fait? De quoi tu parles? Du 5 à 7. Ça fait si longtemps que je me fais niaiser. Faut-tu que je change les draps? Stay tonight. Scatter crumbs of light. Curtains of our fights. Till bones stop cracking, we should take a quiet time. Throw all weapons down. Till blood starts blooming again. If you stay tonight, forget it all. Won't you stay tonight before we fade away? Stay tonight. Alors, Jimmy, Martine, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler un petit peu de Antoine et Marie. Jimmy, La cicatrice évoquait l'intimidation. Aujourd'hui, je crois savoir que ce nouveau long métrage, il traite d'un autre sujet assez brûlant d'actualité. Est-ce que tu peux nous dire exactement son sujet? Oui, ben, c'est un film qui aborde le thème des agressions sexuelles, plus particulièrement de la drogue, du viol. Ce serait pas mal ça, oui. Et sans vouloir un petit peu trop révéler l'intrigue, parce que c'est sûr que le film est monté d'une telle manière qu'il faut éviter de tout dévoiler, je voudrais dire que le sujet n'est pas forcément les conséquences, mais plutôt les faits réels par rapport à ce sujet-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, c'est un peu... c'est une forme d'étude, justement, sur... parce que l'accent n'est pas mis sur le geste. L'accent est mis sur la suite des choses, sur ce qui va arriver à ces personnages-là après l'événement, après le drame. Le film est un peu monté. Moi, mon idée, c'était de faire un film pour faire vivre aux gens un peu c'est quoi la drogue du viol, comment tu vis ce moment-là. C'est pour ça que le film est structuré de cette manière-là, où on passe d'un personnage à l'autre, d'un moment à l'autre, sans temporalité précise, mais beaucoup axé sur les émotions vécues par chacun des personnages suite au drame, parce qu'on suit la victime, mais on suit également l'agresseur, ou le présumé agresseur, parce qu'encore là, dans une situation comme ça, dans la grande majorité des cas, les femmes savent qu'il s'est passé quelque chose, mais ils ne savent pas toujours qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'ils étaient drogués. Puis il faut... je pense que tu as quelque chose comme 6 heures après l'agression pour aller passer des prises de sang pour t'assurer que c'est vraiment le cas, que tu as eu du GHB dans ton verre. Sinon, après ça, il n'y a plus de traces dans le système. Alors justement, c'est mon autre question, puisque pour le rôle principal, tu es la comédienne qui a été choisie un petit peu. Est-ce que tu connaissais un petit peu ce sujet-là, ou est-ce que c'est avec Jimmy que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet? C'est avec Jimmy qu'on a vraiment travaillé sur le sujet. Jimmy m'a fait rencontrer des femmes qui ont subi la drogue du viol et qui ont connu cet événement malheureux. Elles ont eu la grande générosité de nous rencontrer tous les deux. Il y en a qu'on a rencontrés à 2, il y en a qu'on a rencontrés seuls. Et ça m'a permis vraiment de comprendre l'intérieur. Parce que ce qu'on voit dans le film Antoine et Marie, c'est pas un événement sensationnaliste, c'est vraiment l'intérieur des personnages. C'est souvent filmé en gros plan. On voit l'effet néfaste.
on voit les répercussions, la suite de la drogue du viol. Quand tu as été violé puis que tu as vu ton agresseur, c'est énorme, c'est énorme. Quand tu sais pas ce qui s'est passé, avec qui et comment, mais que tu ressens t'as un mal-être profond, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et tu as des flashs, quand tu prends de la drogue du viol, tu as des flashs de moments, c'est ce qu'on nous expliquait, c'est ce qu'on a lu, tu as des illuminations, si tu veux, mais tu n'as rien de concret, sauf que ce qui est concret, c'est que tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a eu quelque chose. La souffrance est très concrète. Énormément, mais rationnellement, c'est ça le problème, c'est que tu ne sais pas rationnellement, précisément ce qui s'est passé. Et est-ce que justement, moi je me pose la question là, je vois que vous avez dû faire forcément beaucoup de recherches et beaucoup d'études terrain, ça le demande pour beaucoup de films aussi. À quel moment on se dit, c'est ce sujet qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai entendu de près ou de loin, mais c'est ça que je veux aborder dans mon prochain film? Ça s'est passé sur le tournage de La Cicatrice. Marc Bellin est venu me voir. Marc m'a proposé l'idée de faire un film sur ce thème-là. Puis moi, ça m'a tout de suite accroché parce que c'est arrivé à une de mes ex-copines, en fait à deux. Puis c'est arrivé à des membres de ma famille, des amis proches. Fait que tout de suite, je me suis dit oui, il y a de quoi, faut en parler. Puis au début du projet, Marc était dans le film. Marc était Antoine. Et il y a eu des conflits d'horaire parce qu'il est enseignant, puis on tournait au Lac-Saint-Jean, il n'a pas pu venir. Puis automatiquement, mon premier choix, c'était Sébastien, parce qu'on avait tourné ensemble un petit peu dans La Cicatrice. Puis je le trouvais très bon. J'ai proposé, il a accepté. Et c'est possiblement une excellente chose, parce qu'au début, les gens trouvaient, quand j'en parlais, le monde me dit il est trop beau pour jouer Antoine. Puis j'ai dit, ben oui, mais attends, là, il est trop beau. Là. Je lui ai dit, ça dépend comment est-ce qu'on le costume, ça dépend comment est-ce qu'il joue, comment on le peigne et tout. Oui, puis en même temps, ce qui était intéressant, c'est que l'agresseur ne soit pas justement quelqu'un qu'on peut soupçonner. Parce que ceux qui font ça, c'est pas nécessairement tous des mauvaises têtes. Ou ça peut être des pères de famille, ça peut être n'importe qui. Ça peut être beaucoup de monde. Et ce l'est aussi. Ça fait que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller justement pas nécessairement dans le casting premier de quelqu'un qui a une tête un peu étrange. Sans vouloir dire que Marc Bellin avait une tête étrange. Non. Ben non. C'est vrai, ça a l'air de franchement. Marc, on t'aime. Non, Marc, on l'adore. C'est pas ça. C'est que, en fait, on parle de Sébastien, c'est que les gens faisaient, il est bien trop cute. Justement, c'est génial qu'il soit cute. On veut justement. À la CALAC, on a un partenariat avec CALAC, qui est un organisme, plusieurs organismes regroupés sous cette bannière-là, qui aident les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, entre autres. Et je parlais avec eux autres, puis c'est ça qu'ils me disaient, c'est que justement, le profil de l'agresseur est très loin de ce que les gens s'en font. Tu sais, c'est pas un psychopathe, c'est des gens très fonctionnels, qui ont une vie, qui ont un travail, qui souvent ont une famille. Puis dans 70% des cas, ça, en tout cas, c'est ce que j'ai vu à travers mes recherches, c'est quelqu'un que tu connais. En plus. Mais moi, je me suis quand même demandé, à l'écriture, j'ai quand même ressenti comme le besoin quand même de sauver le personnage. On parle du personnage masculin. Oui, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas forcément qui n'a pas des bonnes actions, mais en tout cas, j'ai pas ressenti le fait de vouloir charger la mule au niveau du personnage en se disant, voilà. Mais ce que je serais censé te dire à ce niveau-là, c'est que, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui l'agresseur? Alors ça c'est effectivement une autre question qui me vient et qui m'est venue à un moment, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le générique de début, on revoit une scène qui a lieu beaucoup plus tard, et la certitude du personnage principal, je me suis posé la question, je me suis dit, Martine, comment ce personnage peut avoir autant de certitude si justement, par exemple, elle ne connaît pas le GHB? Elle est complètement sûre parce qu'elle a un flash et une sensation très forte. À un moment donné, dans le film, elle voit son agresseur. Et c'est là qu'elle comprend, OK, c'est lui qui l'a fait ça. C'est lui qui a fait cet acte-là. Puisqu'elle le cherche depuis le début, tout le long du film, à un moment donné, elle comprend ses crimes. Parce que quand elle le voit,
on a tourné toutes sortes de choses après qu'on n'a pas vues, mais je veux dire, elle est dans un état pitoyable, un état de grand mal-être profond. Ça se peut pas que ça arrive comme ça, physiquement, instinctivement. Il y a quelque chose qui peut te dire vraiment, OK, c'est cette personne-là. La mémoire sensorielle, c'est très fort. Puis visuellement, elle fait, OK, je viens de comprendre c'est qui. Mais tu vois, oui. en même temps, c'est-tu lui? Elle a eu ce même sentiment-là pour un autre à un moment donné dans le film. Oui, puis elle l'a cherché, mais à un moment donné, quand c'est arrivé, quand cette personne-là lui est apparue, elle a fait « OK, c'est clairement lui, c'est sûr que c'est ça. » Mais toutes mes cellules de mon corps me disent que c'est lui, c'est clairement lui. Ça, je suis assez d'accord sur le flash et le fait que ça puisse remonter. C'est plutôt sur la drogue en elle-même. C'est-à-dire que si on ne connaît pas, si on ne sait pas, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est à ça qu'on l'a eu? C'est-à-dire, est-ce que la personne, est-ce que vous aviez tourné par exemple des scènes qui étaient à l'intérieur ou peut-être qu'elle fait des recherches ou que vous n'avez pas intégré, je sais pas. C'est parce que le lendemain, elle se réveille, elle se souvient plus de rien, elle se souvient plus d'où est-ce qu'elle a dormi. Elle dit qu'elle a dormi chez un ami, mais c'est pour mentir à son mari juste parce que elle-même sait même pas où est-ce qu'elle a dormi. Donc pour empêcher la chicane avec son conjoint, elle se dit écoute, j'ai été dormir chez tel copain, on a fait la fête, puis c'est tout, je me suis endormie. Mais c'est parce qu'elle-même cherche, elle ne le sait pas. Quand tu prends la drogue du viol, le lendemain, elle s'est réveillée, on s'est dit qu'elle s'était réveillée dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je fais dans une chambre d'hôtel toute seule? Puis elle tombe enceinte. Et c'est clairement pas de son conjoint. Donc elle se dit, il s'est passé quelque chose. C'est clair qu'il s'est passé quelque chose. Et elle a vu le lendemain matin en se réveillant qu'il s'est passé quelque chose, je veux dire. Quand on subit un acte, on le voit physiquement. Donc, elle sait qu'il s'est passé quelque chose, puis elle sait qu'elle a été trop droguée, elle a mal à la tête. Elle dit, voyons, j'ai pas... Puis, mais en même temps, elle se dit, pourtant, il me semble que j'ai juste pris 3 verres. Après 2-3 verres, tu te ramasses pas dans une chambre d'hôtel, c'est impossible. Tu te ramasses pas à pas savoir qu'est-ce qui s'est passé de ta nuit. C'est impossible. Enfin, moi, dans ma constitution, ça se pourrait pas. Tu vois, moi, ça, c'est... Moi, là, c'est Marie qui parle en ce moment. C'est même pas Martine, tu vois comment est-ce qu'elle défend son personnage. J'avais une question justement en me disant pourquoi elle, et puis je me dis, au final, peut-être que c'est elle qui a apporté le personnage aussi. Non, mais moi, c'est quand on s'est connus sur La Cicatrice, Martine, elle avait un rôle aussi, mais elle avait un beaucoup plus petit rôle, c'était une journée et demie de tournage. Puis, moi, je suis hyper instinctif là. Comme personne. On n'a pas fait d'audition pour le film, on s'est rencontrés dans un café, ça a cliqué. Elle est arrivée, puis je me suis dit, mais donc ben cinématographique, elle. Tu sais, je trouve, pas partout, là, souvent, les comédiens veulent en faire beaucoup. Tu sais, pour une performance, c'est d'en donner beaucoup. Martine, elle en fait beaucoup avec très peu. Puis moi, ça, j'aime ça. Puis à partir du moment où j'ai décidé de faire Antoine et Marie, je l'ai écrit, c'était Martine. Puis même avant de l'écrire, c'était Martine. On s'est rencontrés avant, tu sais, pour savoir si elle voulait, puis ça a toujours été elle. Mais pour revenir justement au truc de la drogue, c'est ça, le drame avec ça. Les policiers refusent d'admettre, dans la plupart des cas, qu'il y a une augmentation. Ils continuent à dire que la véritable drogue du viol, et ils n'ont pas tort dans un sens, il y en a encore plus que c'est ça, c'est l'alcool. Un policier ne peut pas prouver, comme on a dit tantôt, s'il n'y a pas eu de tests qui ont été faits, ne peut pas prouver. La femme était dans un bar, et honnêtement, oui, ça arrive qu'une femme peut passer out, parce que la drogue du viol, là, c'est du GHB, puis GHB, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si que tu calais 6 bières d'un coup, OK? Ça fait que ça donne les mêmes répercussions, puis le lendemain, tu as le même gros mal de tête qui suit une brosse. C'est que c'est ça le drame, c'est comment tu fais pour prouver ou pour défendre une victime d'un crime que tu n'as pas de preuves physiques. Puis moi, je trouve que le gros problème, c'est que dans la place de... Vu que c'est complexe, ben c'est comme on dit, on peut rien faire, mais c'est faux. Il faut les encourager à dénoncer. Il faut encourager... 85% des femmes, 90% la CADAQ me dit, ne dénoncent pas leur agresseur. 50% des femmes au Québec sont victimes d'une forme ou d'autre d'agression sexuelle. Pas nécessairement une pénétration, mais d'agression sexuelle. C'est immense. Puis c'est complexe parce qu'en même temps, tu sais, c'est toi-même. Est-ce que tu as envie de revivre ça? Tu te sens coupable de cet événement-là. Elle se sent coupable, elle a fait quelque chose.
Marie, on parle de Marie, mais on va parler de toutes les femmes. Quand ça arrive, le viol, quand tu te retrouves dans un party, puis que finalement, tu te réveilles le lendemain dans un endroit incongru, tu t'en veux à toi, tu as honte, tu dis c'est de ma faute. Il y a une partie de toi qui te dit ça. Alors que toi, si tu prends une brosse, puis tu te retrouves, tu n'as pas honte d'avoir pris une brosse. C'est ça, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, là, puis la grosse partie du drame, c'est que c'est pas normal que dans notre société, OK, là, une femme qui a été victime d'agression sexuelle, qu'elle soit sûre ou non, se sente coupable. OK? Ça n'a pas d'allure. Tu te fais voler ton portefeuille, tu vas à la police. Tu te fais défoncer ta voiture, tu vas à la police. Tu te fais vandaliser ta maison, tu vas à la police. Tu te fais détruire l'âme puis le cœur, puis tu décides de garder le silence parce que tu culpabilises. Pour le restant de ta vie. Parce que tu portais une chemise avec un décolleté. Oui, non, là, c'est sûr. En plus, on va bien au-delà de la drogue. Même si la femme est tout nue, là, OK, ça te donne pas le droit de l'agresser. Là. C'est ridicule comme façon de penser, puis c'est ça qu'il faut que tu changes. C'est très complexe d'aller dénoncer. Tu sais, c'est facile de dire à la police, je me suis fait voler mon char, mais je me suis fait violer. Wow! C'est énorme, c'est difficile. Moi, les femmes que j'ai rencontrées qui nous ont raconté qu'elles ont été au poste de police, c'est extrêmement intimidant de se faire poser des questions. Est-ce que vous aviez une déculotte? Est-ce que vous étiez en robe? Est-ce qu'il était quelle heure? Est-ce que vous aviez vu? Aïe, aïe, donc déjà, juste de déposer, de faire une plainte, d'aller faire une déposition, c'est énorme. Mais de te faire, c'est agressant quelque part, c'est revivre l'agression. Et après ça, c'est pas fini, il faut aller en cours, etc. Aïe, aïe, je comprends aussi. Je dis pas que je dis pas qu'elles ont raison, je dis juste que je comprends la difficulté. Mais il faut changer ça. Si je viens ici, là, chez l'évêque, c'est un restaurant, là, OK? Puis à toutes les fois que je viens chez l'évêque, puis là, j'arrive, puis c'est long avant qu'on vienne me servir. Mon verre est sale, il me manque une fourchette. Le serveur est bête. Je ne reviendrai plus, ça me donne pas le goût de venir chez l'évêque. Ben, quand tu vas dénoncer, le système en ce moment fait en sorte que les policiers jouent un peu le rôle que les tribunaux devraient jouer. C'est-à-dire, ils voient tellement de cas qui vont nulle part une fois rendus en cours, qui veulent conscientiser la femme à la forte possibilité que ça va mener nulle part. Mais c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de tout faire pour l'encourager à dénoncer. C'est de lui donner le support nécessaire, c'est de lui dire « appelle à cet organisme-là, ils vont t'aider », puis de prendre sa déclaration pour qu'il y en ait de plus en plus qui déclarent, pour pas que ça fasse peur. Mais je sais pas à quel point ils sont formés, comment les policiers. En fait, c'est pas ça le sujet. En fait. Puis, by the way, chez l'évêque, on est très bien servi. Ben oui. C'est pour ça qu'on est chez l'évêque. Alors, écoutez, merci beaucoup en tout cas des quelques minutes que vous nous avez accordées. On espère que le film va trouver sa place à sa sortie en salle. Je sais que Jimmy, toi, tu as déjà beaucoup d'idées pour que justement il puisse y avoir accès notamment en région. Donc j'espère que tout se passera bien à ce niveau-là et je souhaite une longue vie au film. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril Thiers pour Cinémaniac.